Sud Radio Rugby. Sud Radio Rugby, on est tous ensemble et quelle équipe est présente. On a vécu le multiplex top 14 tous ensemble et on continue bientôt avec le débrief du match du 15 de France, tout en gardant un œil sur le match les entre Anglais qui mènent les maintenant Anglais 23-12. Et voilà, ils sont en train de faire la différence au pied, tout simplement. C'est Marcus Smith qui marque les points. Tout simplement en profitant de l'indiscipline galloise, même si là c'est Dan Bigard qui va qui va aller chercher une pénale touche et qui va permettre aux Gallois de s'installer dans les 22 mètres anglais. Donc on ne sait jamais ce qui peut se passer potentiellement. Après il reste 5 minutes. Après il reste 4 minutes, ça va être un tout petit peu plus compliqué. Tout à l'heure Olivier Magne, on disait que c'était encore ouvert. Là 4 minutes avec 11 points d'écart, c'est un peu plus compliqué pour les Gallois. Ouais, c'est compliqué, d'autant plus qu'on voit des Gallois en difficulté sur la conquête. Voilà, c'est pas assez précis dans le secteur de la conquête, assez confiant pour leur permettre finalement de lancer le jeu correctement. Ils viennent de reperdre la touche encore là. Ouais, ils perdent la touche, donc voilà. Après, ils se retrouvent dans leur camp et après, c'est difficile de remonter le ballon sur plus de 60 mètres ou 80 mètres. Voilà, donc voilà, c'est des Gallois qui malheureusement vont certainement s'incliner en Angleterre, mais ce match-là peut leur permettre aussi peut-être de reprendre un petit peu confiance avant de recevoir l'équipe de France au Principality Stadium la semaine prochaine et là dans 15 jours pardon et donc c'est vrai que cette équipe galloise, même si elle me semble quand même très en deçà de ce qu'elle peut réaliser habituellement. Voilà, c'est une équipe qui va rester dangereuse et qui peut-être, grâce à ce match contre l'Angleterre, peut y trouver des accroches pour trouver un petit peu de confiance. Et on va on va faire le tour des tables habituel de 19h30 dans Sud Radio Rugby avec vous tous, messieurs, en démarrant par le premier tour de table. On va démarrer avec Julien Thomas. Vous avez parlé de rugby fauteuil. Exactement. Alors j'ai pris dans l'actualité sportive, je suis resté dans le rugby, mais le rugby fauteuil dont on parle très peu. Et c'était des championnats d'Europe côté rugby fauteuil, donc c'était une finale un crunch qui est apparemment c'était vraiment un crunch autant que le 15 de France qu'on a pu voir cet après-midi. Il y avait des et points. notre rivalité qu'on a pu voir ces dernières décennies, c'était des Anglais qui ont perdu d'1 point, 43-44 aux Français. Donc on a des champions d'Europe de rugby fauteuil français. D'autant plus qu'ils avaient battu en poule la Suisse, le Danemark et la Russie pour passer en phase finale face à l'Allemagne et venir en finale contre les Anglais qui sont tenants du titre quand même. Donc des nouveaux champions français à féliciter pour le rugby fauteuil. Eh bien, félicitations. Effectivement, félicitations aux coéquipiers de Sébastien Verdun, notamment, qui est l'un des joueurs très importants. Et c'est toujours, on va pas se mentir, ça fait toujours plaisir de battre les Anglais. De toute façon, quand on est champion d'Europe, on est content. Et en plus, quand c'est contre les Anglais, on est encore plus satisfait. Bien évidemment, on va se tourner dans ce tour de table vers l'actualité un peu plus globale avec vous, Philippe Spanghero. Oui, moi je voulais parler quand même de ce qui s'est passé par rapport à l'actualité beaucoup plus politique malheureusement et la réaction du monde du sport. Alors sans rentrer dans le détail, mais c'est vrai que le sport, je crois, a un rôle à jouer de façon générale. On l'a vu, même si pour moi ça n'avait pas été assez affirmé lors des derniers Jeux de Pékin par rapport à l'affaire de la tenniswoman. Mais là, je trouve que le monde du sport a réagi de façon assez unanime cette semaine avec l'annonce de l'annulation du Grand Prix de Russie, avec la prise de parole des tennisman russes et puis surtout la réaction en urgence de l'UEFA qui a décidé d'annuler la finale de Ligue des Champions qui devait avoir lieu à Saint-Pétersbourg pour la replacer en catastrophe au Stade de France. Donc bon voilà, c'est pas le sport qui malheureusement réglera le sujet, mais en tous les cas c'est quand même important que les acteurs du sport soient au rendez-vous. Voilà. Effectivement, c'est Andrei Roublev, le joueur de tennis, qui était War sur la caméra. C'était exactement.
Ouais, cette semaine à Dubaï, exactement. Ouais, ça a été important. On a vu Pavel Sivakov, le franco-russe, le cycliste franco-russe, qui lui aussi a reçu pas mal d'insultes sur les réseaux sociaux du fait de son origine, et qui a lancé un message en disant qu'il était solidaire, notamment du peuple ukrainien. Et effectivement, cette mobilisation, Olivier Mann, notamment dans le monde de la Formule 1, c'est vrai que, comme le dit Philippe Fanguero, le sport peut avoir une importance quand on sait à quel point économiquement aussi le sport a du poids dans ces décisions-là, forcément. Oui, c'est évident. Après, moi, c'est un terrain sur lequel, bon, je m'engagerai pas trop parce que j'ai pas suffisamment d'informations et je me garderai bien finalement de faire quelques commentaires à ce sujet, parce qu'il faut rester quand même très très prudent. Mais toujours est-il que, voilà, en termes de sécurité, évidemment, la sécurité n'était pas garantie pour les sportifs, et c'est principalement pour cette raison que et je veux garder cette raison-là comme raison principale pour que les choses soient annulées. Et c'est vrai que, voilà, dans ces circonstances, il n'est pas question d'envoyer des sportifs dans des territoires où il y aurait un danger assez proche. Ah ouais, assez important, bien évidemment. Et évidemment, toute la semaine sur Sud Radio, vous pouvez suivre l'actualité sur cette guerre et qui continue du côté de la frontière ukrainienne avec l'invasion russe. On enchaîne sur ce tour de table avec vous, Julien Thomas, pas avec Julien Thomas, avec vous, avec Olivier, du coup, et on va revenir un peu plus au rugby avec des jeunes Français qui se sont un peu relancés. Ouais, ils se sont relancés les Bleuets hier à côté de Murrayfield. Hein. Ils ont un terrain où ils reçoivent maintenant les moins de 20, et donc les U20 français se sont imposés. Alors pas sans difficulté, parce qu'ils ont pris un carton rouge assez rapidement avec Jefferson Joseph, l'ailier bleu, et un deuxième en fin de match. Donc 2 cartons rouges pour les Bleus, qui se sont montrés quand même un peu indisciplinés. Mais ça n'a pas suffi pour ne pas leur permettre finalement de provoquer, de faire du jeu, de mettre du mouvement dans le rugby. Et à l'image un petit peu des grands, voilà, ça a été un match engagé avec beaucoup de rythme. Alors il y a pas évidemment la maîtrise des grands, mais toujours est-il qu'il y a une belle victoire au bout, et des Bleus qui restent toujours en course pour une éventuelle victoire, même dans le tournoi, même si les Irlandais sont dans une position de force. Et petite chose à noter, l'homme du match était Théo Ntamak, le frère de Romain. Voilà. Un nom qu'on connaît, effectivement. Ils sont partout, c'est Ntamak, et ils brillent partout. Surtout, effectivement, cette victoire en Écosse des Français qui est à noter. On va les suivre, les jeunes joueurs de Jean-Marc Bédéred, bien évidemment. Et à noter, Joseph, puisqu'on parle de rugby, que les Gallois sont revenus dans la rencontre face à l'Angleterre. Il y a 23-19. Ce sont les Gallois qui ont le ballon actuellement dans leurs 22 mètres. Alors ça va être une fin de match assez compliquée. Il y a tout le terrain à traverser pour les Gallois, mais à 81e minute, 23-19 pour les Anglais. Ce sont les Gallois qui ont la balle. Et effectivement, et comme quoi il faut toujours garder un œil sur ces rencontres-là qui peuvent devenir complètement folles, avec ces Gallois qui étaient marqués à la 79e minute, et on est désormais bien au-delà du temps réglementaire, mais on a l'impression que c'est une habitude chez les Gallois que de jouer plus de 80 minutes, et on sait qu'ils peuvent largement aller bien au-delà. On se souvient de ce match historique contre les Français. Donc nos regards se tournent bien évidemment vers le direct et vers ce match entre l'Angleterre et le Pays de Galles. Les Anglais qui mènent de 4 petits points seulement, comme quoi il faut faire confiance à Olivier Mann quand il dit qu'un match n'est jamais terminé, et ça fait la 12e phase de jeu quand même sur cette action-là. Olivier Mann, les Gallois qui sont dans leur camp mais qui vont tout tenter et qui sont revenus dans ce match-là. Ouais, qui tentent tout de leur propre camp avec des actions absolument incroyables. 15e phase de jeu déjà, 16e. Des Gallois qui, à la 80e, sont obligés de fournir un effort vraiment énorme. Et voilà, malheureusement, ça va se terminer par un en avant. Des Gallois qui perdent le ballon. Et ce sera la fin du match, dans un match qui ne rassure pas, en tout cas, nos amis anglais. Les Gallois qui perdent en ayant marqué 3 essais alors que les Anglais en ont mis qu'un. Ah, effectivement, et qui donc, on peut le dire, prennent Philippe Fanguero. On peut le dire que les Gallois vont prendre c'est pas terminé. Effectivement. Les arbitres sont en train de discuter.
Ouais, on voit une discussion entre le corps arbitral avec une vidéo qui est demandée. On est à la 83e minute et 1 seconde très exactement en Angleterre. Les Anglais qui sont en train de recevoir le Pays de Galles, ils gagnent seulement de 4 petits points. Le match semblait complètement fait, mais on a l'impression que Maro Itoje a fait un petit en avant volontaire. On va voir sur cette action-là, ou bien Courtney Lawes. C'est pas Maro Itoje, hein. Ouais, Courtney Lawes, et il la touche en tout cas, mais il la touche donc en avant volontaire a priori. Ouais, j'ai bien l'impression qu'il la touche, il l'effleure, mais le ballon donc peut revenir dans les mains gallois avec une pénale touche. Philippe Spanghero, c'est une fin de match complètement folle. Eh bien oui, la décision semble être prise. Edan Bigard a le ballon dans les mains, pénale touche. Les Gallois qui peuvent revenir, ils ne sont jamais morts, on a l'impression, ces Gallois-là, Philippe. Ah ben non, ils sont pas morts et puis surtout ils étaient obligés de tenter. Ils avaient même pas le bonus défensif, donc il fallait à tout prix qu'ils essaient des choses. Cette pénalité jouée vite, essai. Bon, il y a une passivité quand même défensive anglaise sur l'action qui est un peu criante, mais c'est en fait, on a eu l'impression que les Anglais dominaient vraiment les débats. Ils n'ont jamais su se mettre à l'abri. Encore une fois, c'est vrai qu'on le rappelle, 3 essais à 1 pour les Gallois. Le jeu a été, enfin, la volonté de produire a été galloise ce soir. Et donc, on le voit là encore dans les dernières minutes. Et les Anglais qui sont, on le répète, très fébriles et qui peuvent perdre sur cette dernière action à domicile. Et ce serait pas non plus volé par rapport au peu de jeux qu'ils ont proposé ce soir. Et quelle erreur de Courtney Lawes, Julien Thomas, parce que actuellement le deuxième ligne qui est un homme d'expérience est en train de mettre en grande difficulté ses équipiers, mais on a bien l'impression que Maro Itoje a récupéré le ballon avec un avantage en cours pour les Anglais, et cette fois-ci les Anglais qui semblent se diriger vers une victoire. Voilà, c'est terminé en Angleterre, la victoire des Anglais. Julien Thomas, ils sont pas passés loin d'une sacrée correction. Ça aurait été une véritable catastrophe pour les Anglais, mais c'est bon, ils l'ont emporté 23-19, Julien Thomas. Ouais, non, mais le but est de gagner, je pense, pour les Anglais, mais comme disait Olivier, c'est une équipe d'Angleterre pas en confiance, qui je pense, bien sûr, balbutie son rugby, qui a l'habitude d'être dominatrice un petit peu et être pragmatique, avec des schémas de jeu et une stratégie mise en place, mais là, elle l'a pas dominé de A à Z dans ce match. Et puis après début de seconde mi-temps, c'est des Gallois qui ont tenté, qui ont joué, qui ont réussi à trouver des solutions face à une défense anglaise qui était parfois aléatoire, qui s'est fait prendre surtout sur des belles initiatives galloises. Et dans cette fin de match, notamment, comme tu disais, Lawes, qui fait ce petit en avant, qui aurait pu coûter cher, bien sûr, pour l'équipe d'Angleterre, et notamment que c'est monsieur l'arbitre Mike Adamson qui avait sifflé la fin du match quasi, et c'est souligné quand même l'arbitre de touche Mathieu Reynal, notre arbitre. Oui, effectivement, c'est Mathieu Reynal qui est intervenu pour lui dire qu'il y avait eu cette petite en avant parce que l'arbitre central ne l'avait pas forcément vu. Donc, mais après, non, c'est des Anglais qui sont pas maîtres vraiment et dominateurs de leur sujet, du système mis en place, de l'équipe vraiment qui veulent mettre dans leur système de jeu. Je les vois pas vraiment forts et froids comme on les a pu voir auparavant, avec cette domination psychologique, cette domination territoriale d'occupation, cette domination sur les rampes de lancement où vraiment ils manipulaient même les grandes équipes du monde. Là, ils sont un peu dans le doute, et puis ils sont peut-être en train de construire pour la Coupe du Monde, mais bon, je les vois pas très grands pour l'instant. Et il est 19h45, on va se diriger désormais, on va revenir même sur un moment qu'on a adoré, la victoire du 15 de France en Écosse. C'est parti pour le débrief. Et quelle équipe, parce que on est avec nos consultants de luxe, Olivier Magne, Philippe Spanghero et Julien Thomas, et on retrouve notre commentateur qui était tout à l'heure avec Daniel Herrero, qui a vécu ce moment très important, Alexandre Priam. Salut les gars. Salut Alexandre. Bon, remis de tes émotions ou non?
Ouais, c'était un très 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 beau moment de sport, de rugby. Moi, c'était une première à Murrayfield pour moi et Murrayfield est un temple du rugby à n'en pas douter. C'est un endroit assez extraordinaire et ce qu'ont fait les Bleus est non moins extraordinaire à mon avis. Rarement vu l'équipe de France aussi sûre d'elle depuis maintenant quand même un bon paquet d'années quoi. Cette confiance qu'elle a en elle devient grandissante et on devient confiant nous aussi en elle du coup. Effectivement, on parle donc ce mot qui est très important, celui que tu prononces Alexandre, celui de l'assurance. La France était sûre d'elle, c'est un des mots qui peut effectivement identifier cette victoire du 15 de France. Olivier, Philippe, Julien, quel mot est-ce que vous auriez pour analyser ce match-là de l'équipe de France, en commençant par vous, Olivier Magne? Alexandre l'a très bien dit. Je pense que le moteur de tout dans l'engagement et dans l'initiative que vous prenez dans n'importe quel domaine, c'est la confiance. Et aujourd'hui, cette confiance, on sait qu'elle est très dure à faire venir, à s'accaparer, à garder, à conserver. C'est une confiance qui s'en va au galop, mais qui arrive au trot. Et c'est vrai que là, elle s'est installée tout doucement dans cette équipe de France, mais petit à petit, on la sent grandir, s'installer, être bien présente, et elle contamine, je dirais, tout l'environnement finalement de cette équipe. Et on le voit cet après-midi dans le match contre l'Écosse. C'est une équipe qui quasiment ne doute jamais. Il y a des moments, il y a des temps faibles évidemment, il y a des périodes un petit peu compliquées, mais c'est pas une équipe qui pour autant panique. Donc c'est bien que la confiance est quand même bien bel et bien présente dans cette équipe, et qu'elle est là fortement ancrée finalement dans l'état d'esprit de cette équipe de France. Donc moi, je suis vraiment, je suis quand même un peu impressionné par cette équipe, même si j'ai trouvé cette équipe écossaise relativement faible cet après-midi, avec des incohérences dans son jeu dont on parlera certainement. Mais toujours est-il que cette équipe de France me fait de plus en plus forte impression sur le plan de l'état d'esprit et sur la confiance qu'elle affiche au fur et à mesure des matchs. Et Philippe, est-ce que vous avez été aussi impressionné par ces Bleus-là? Ouais, j'étais très impressionné, comme le disait Olivier, par cette sérénité qui se dégage de ce groupe. On parlera après des individualités, mais quand on voit la capacité qu'ont des joueurs qui rentrent à des postes en plus qui sont pas habituels pour eux, à être aussi à l'aise aussi vite. Je pense à Woki depuis quelques matchs, je pense à Moefana aujourd'hui. Il y a cette dynamique collective qui entraîne les individus, j'ai l'impression, à un niveau très élevé, et je suis d'accord partiellement avec Olivier sur la faiblesse de la prestation écossaise, mais qu'est-ce que c'est dû à ce qu'a proposé l'équipe de France défensivement, de façon collective et dans les zones de ruck. On a vu les Écossais revenir un peu dans le match après une très grosse entame française et tenir le ballon, avoir un peu l'initiative en deuxième partie de première période. Et puis il y a cette solidité défensive française et l'efficacité sur les ballons de récupération. Vraiment, c'est vraiment l'équipe de France, je trouve, qui a réalisé un grand match aujourd'hui. Dans le sillage de ce qu'on les voit faire depuis quelques années, mais avec cette maturité qui prennent ensemble, parce que cette équipe de France, elle est quand même très jeune, hein, on le rappelle, parce que on s'habitue vite, mais des Ntamak, Baye est un peu moins jeune, mais des Ntamak, des Dupont, des Jelonge sont encore des jeunes joueurs, Moefana, 21 ans, enfin, donc ça laisse augurer de beaux lendemains en tous les cas. Elle fait beaucoup de bien à tout le rugby français parce que on sent un enthousiasme général autour de cette équipe qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Ouais, effectivement. Et Philippe, vous parlez de cette victoire potentiellement collective. Eh bien, Alexandre Priam, tu étais en conférence de presse et François Cros en a parlé de cela. Ouais, effectivement, il parle de une ligne de trois quarts qui a été très en jambes aujourd'hui, qui nous a permis d'être tout le temps dans l'avancée, que ce soit à la main ou au pied. Et après, c'est plus facile pour nous d'enchaîner quand les actions se font en avançant. Mais encore une fois, on est une équipe et on ne va pas mettre l'accent sur la prestation des trois quarts ou la prestation des avants. C'est vraiment une prestation collective ce soir. On a réussi à tenir l'alignement écossais.
les faire douter sur la mêlée, à récupérer pas mal de pénalités. Et après, nos trois quarts ont réussi à nous mettre dans l'avancée, à finir les coups. Donc c'est vraiment un travail collectif aujourd'hui qui paye. Et c'est vrai, Julien Thomas, qu'on a une véritable sensation. Alors, on parle souvent, on parle de grands mots, tout ça dans les analyses, de dire le groupe vit bien, cela. Mais c'est vrai que dernièrement, le 15 de France donne une espèce de force tranquille qui est presque intimidante pour les adversaires. Ah ben complètement, c'est d'où le mot que je voulais utiliser, c'est d'expérience. C'est une jeune équipe, mais d'expérience. En 2 ans, je trouve qu'elle a magasiné une expérience incroyable. Elle a dominé les dernières nations et jusqu'au All Black. Elle a attaqué ce 6 nations de la meilleure des manières et avec un France-Irlande qui était magnifique. D'aller gagner à Murrayfield, mais c'est pas, et en plus avec le bonus, c'est pas donné à tout le monde parce que quand on connaît l'ambiance et surtout en face quand même une équipe écossaise qui ces dernières années quand même est un peu les troubles faits de ce tournoi et en plus qui était la bête noire des Bleus quand même, il faut le rappeler, donc tu as toujours ça un petit peu dans le coin de la tête. Ouais, j'ai trouvé une équipe jeune française mais d'expérience qui a su maîtriser. Alors il y a quand même en première mi-temps des petits points de faiblesse et à régler, mais en seconde mi-temps, la stratégie adoptée, notamment de la dépossession de cette défense, était totalement la bonne. À la vue des Écossais qui aiment garder le ballon, qui sont moins physiques, qui aiment déplacer, sauf que la défense française, c'est un mur. Donc c'était la clé un peu de ce match. Après, on reparlera des détails. Après ce sujet. Effectivement, ce plan de jeu de l'équipe de France qu'on va débriefer tous ensemble parce que il a été au début, Alexandre Priam, est-ce que tu as compris le plan de jeu mis en place par Fabien Galtier depuis là où tu étais, depuis les tribunes d'Édimbourg? Alors nous on avait la chance en plus d'être juste à côté de Fabien Galtier et du staff de l'équipe de France, donc on avait accès, on va dire, à des réactions, à des mimiques, à des conseils de Fabien Galtier. On entendait des choses, c'était plutôt intéressant. Et en fait très rapidement on s'est rendu compte que déjà les Écossais ont refusé de jouer au pied. Donc c'est la première chose qu'on a notée, c'est que on avait quand même et je pense remarqué que depuis le début du tournoi, l'Écosse était l'équipe qui avait fait parcourir le ballon au pied le plus de mètres dans toutes les nations de ce tournoi destination. Stuart Hogg et Finn Russell sont les 2 joueurs dont l'intégralité du tournoi qui avaient fait le plus de mètres parcourus à la suite d'un jeu au pied. Et finalement, on a eu très très peu de jeux au pied. Les Bleus n'ont pas eu beaucoup de ballons à remonter. Donc ça, c'était une première petite surprise. Et du coup, la France, qu'est-ce qu'elle a fait? Voyant que l'Écosse a moins joué au pied, et proposer plus de jeux ballon en main, eh bien elle s'est disposée sur la largeur et elle a été terrible. Alors ça a été moins le cas en première période, mais on en parlera ensuite de la seconde période. Mais en première période, les Bleus sur des miettes marquent des essais. Finalement, pour moi, il y a 3 essais, 3 occasions, 3 essais. Et c'est presque 2 occasions et demie, 3 essais. C'est une équipe qui est d'une froideur et d'une efficacité qui nous a tous impressionnés en première période. La seconde période, on en parlera après, elle a été plus punitive encore pour les Écossais, je trouve. Ouais, c'est vrai que Olivier, ce qui a été marquant en première période est presque franchement frustrant, on va dire, si on était Écossais, c'est la capacité, l'efficacité des Bleus a été absolument démentielle. Oui, après, je rejoins Alexandre. Moi, ce qui m'a quand même vraiment étonné, c'est alors, à ce moment-là, c'est peut-être la défaite aussi stratégique de Gregor Townsend, mais sur la non-utilisation du jeu au pied face à cette équipe de France. À un moment, je veux dire, on ne peut pas se permettre de se faire des passes devant une défense aussi agressive, aussi bien organisée que celle de l'équipe de France. Il y avait certainement des solutions. On l'a vu quelques fois où quand l'Écosse l'a fait sur un coup de pied ou deux dans le dos de la défense française, il y a eu des opportunités, notamment des ballons récupérés, des touches récupérées. Mais c'est une équipe d'Écosse qui n'a jamais mis une chandelle sur Moefana quand elle rentrait dans le camp français. Ce qui est quand même assez incroyable.
Non, mais ce qui est quand même assez surprenant, mais c'est, enfin, des fois, je m'interroge sur la stratégie mise en place de certaines équipes qui jouent complètement à l'envers. Et c'est vrai que les Écossais se sont évertués à faire des passes devant une défense qui n'en attendait pas tant. Les Français, ils ont été très très heureux de retrouver une équipe d'Écosse qui se passait le ballon. Ils ont très très bien défendu les Français. Et là où ils ont été très forts, ce qu'on peut reconnaître aux Français, c'est véritablement cette capacité à bien récupérer le ballon et à très très bien le jouer derrière, à le jouer rapidement, à écarter ce ballon et à profiter des opportunités. Comme tu l'as dit, Alex, sur 2-3 ballons, ils ont réussi à marquer en l'espace de 2-3 passes et ça a fait la différence. Mais ce que je dis sur la performance de l'Écosse, c'est ce non-match au niveau stratégique, cette préparation stratégique était absolument catastrophique, de la non-utilisation du jeu au pied. Et après, on le voit sur la défense écossaise, comment au niveau international un garçon comme Fickou peut faire marquer un essai en faisant 60 mètres en travers. C'est impossible, ça n'existe pas ça. Donc ça montre aussi que voilà, cette équipe d'Écosse, elle a pris, je pense, le match un petit peu à l'envers et que elle a pas su répondre évidemment à la stratégie qui était mise en place par les Français et a fait une erreur de son propre côté stratégiquement. On débriefe la victoire du 15 de France tous ensemble sur Sud Radio. Restez avec nous parce que cet aspect-là, cette stratégie adoptée par le 15 d'Écosse, on va en débriefer notamment avec Philippe Fitzgerald qui sera avec nous sur Sud Radio. On est tous ensemble et on continue juste après la pub de parler de cette victoire du 15 de France en Écosse. Sud Radio Rugby. On est ensemble jusqu'à 23h sur Sud Radio. On continue à débriefer le match des Bleus, mais juste avant, on va faire un tour par Brive où on vous retrouve Dorian Malvezin parce que il va y avoir un match très important. Bonsoir Dorian. Salut Joseph, salut à tous, bienvenue en Corrèze pour ce match, comme vous l'avez dit, très important et très excitant entre Brive et le RC Toulon, un match de bas de tableau mais qui a son importance tout de même. Ouais, effectivement, de bas de tableau parce que les deux équipes, on va le dire, vont un peu mieux Toulon notamment va un peu mieux, mais sont toujours au bord du précipice et donc cette victoire potentielle peut valoir très très cher, Dorian. Cette victoire de Toulon pourrait dépasser les Brivistes parce que Brive a 33 points, Toulon 31 points et Toulon pourrait revenir un petit peu sur la section paloise et surtout Clermont. Toulon qui a quand même un trio de matchs assez important. Ils ont gagné déjà la semaine dernière contre Perpignan. Ils jouent face à Brive ce soir. Ils joueront la semaine prochaine contre le Biarritz Olympique. Donc là, c'est mission commando pour les hommes de Franck Azema. En cas d'échec ce soir ou face au Biarritz Olympique, c'est vrai que ça peut s'annoncer un peu compliqué contre des concurrents directs. Et du côté de Brive, ils sont 11e à 4 points de la section paloise. Pau qui a perdu tout à l'heure, il pourrait les revenir sur eux et les dépasser et surtout ces deux clubs pourraient respirer et partir loin de Perpignan et de Biarritz. Ouais, et avec cette composition toulonnaise qui va être très intéressante parce que du côté des Toulonnais et du staff toulonnais, on a décidé d'associer Carbonel et Bello en 10 et 12. Exactement, Anthony Bello qui avait dit pourtant en début de saison qu'il ne voulait plus jouer au centre et revenir au poste de demi d'ouverture. Finalement ce ne sera pas le cas, donc ce sera Carbonel en 10, Bello en 12 et Baptiste Serin bien sûr en 9. Un petit stat à donner, le RC Toulon n'a plus gagné depuis février 2021, c'était contre la section paloise, c'est-à-dire plus d'un an sans victoire à l'extérieur pour le RCT. On vous retrouve à 21h05 Dorian pour ce match très important de top 14 entre le CAB et le RCT. Tous ensemble on continue à débriefer la victoire du 15 de France qui a été notamment marquée et marquante sur le plan défensif. Les Bleus ont été très importants et d'ailleurs pendant le match et juste après, Daniel Herrero, notre consultant sur Sud Radio, en a parlé de ce système défensif des Bleus. Précisons la haute performance de l'enseignement de Sean Edwards, l'entraîneur. Ce système défensif. Ah ben oui, parce que c'est quasiment plus un système défensif, c'est le schéma dominant. C'est le cœur du jeu des Bleus. Et voilà, c'est ça. C'est le cœur du jeu des Bleus. C'est pas une base à partir de laquelle, ma foi, on prend quelque confiance. C'est un schéma dominant parce que la défense annihile toutes les espérances du rugby adverse, en l'occurrence de l'attaque écossaise, mais la défense nourrit par sa récupération, par son agressivité, elle nourrit
aussi le confort moral. Les Français sont gaillards derrière cette activité-là. Et qui plus est, derrière, non pas les miettes, mais les bijoux récupérés par la défense, les Français les ont poignardés. Ils ont pris 25 points de contre, tu vois, incroyablement bien menés, au point qu'on se dise, mais ils ont un cul d'enfer, ces Français. Ils ont une chance incroyable, tu vois. Aujourd'hui, tout leur sourit, on a dit ça. Et oui, et c'est pas si faux, mais en même temps, ça leur sourit parce que tout tombe bien derrière. C'était incroyable. Rigueur défensive et qualité défensive et même, je dirais, intelligence défensive. De la rigueur, de l'intelligence, de la qualité, Olivier Magne. C'est vrai que en début de mandat, on avait énormément de médiatisation autour de Shawn Edwards, l'entraîneur de la défense des Bleus. Un tout petit peu moins ces derniers mois, mais là, très clairement, les caméras du réalisateur ne s'y sont pas trompées. On l'a beaucoup plus vu parce que le système défensif des Bleus a-t-il été la base de la victoire? Oui, après c'est évidemment un système qui domine et qui met vraiment en difficulté toutes les équipes qui se heurtent à cette défense française qui est vraiment non seulement très agressive sur l'homme, mais très très bien organisée avec un premier rideau défensif qui est vraiment très très bien en place avec des distances respectées entre les joueurs, avec une confiance totale entre eux et voilà et des garçons qui sont évidemment très concernés par cet aspect défensif, qui ont un véritable état d'esprit qui leur permet non seulement de défendre, mais de ne pas défendre un petit peu comme par le passé où on voyait des défenseurs qui multipliaient les plaquages pour les statistiques. Et là, on a des joueurs finalement qui défendent pour avoir, avec cette idée première, c'est de récupérer le ballon le plus vite possible. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet, on l'a vu cet après-midi, de récupérer le ballon et de contre-attaquer dans de très très bonnes conditions. Et ça, c'est vraiment un aspect sur lequel je pense Shawn Edwards a insisté, c'est que cette défense, elle est là aussi pour mieux attaquer par la suite. Et on retrouve Philippe Fitzgerald qui est avec nous, l'ancien international écossais. C'est un honneur de vous avoir avec nous sur Sud Radio Rugby. La belle équipe est encore plus épaisse là. C'est vraiment un régal d'être avec vous, chers amis. Philippe Fitzgerald, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Philippe. Alors, on imagine que vous avez suivi du coup cette défaite des Écossais. On note tous ensemble cette stratégie étonnante de l'Écosse de ne pas se débarrasser du ballon comme ce jeu de dépossession qui a pourtant été une identité écossaise. Quelle a été votre vision des choses de ce point de vue-là? Sur la tactique qui a été employée par l'équipe d'Écosse, oui, je pense que les Écossais se sont épuisés à trop jouer, à trop vouloir insister ballon en main, alors que effectivement à certains moments du match le jeu de pied aurait été peut-être plus astucieux. Après, c'est l'équipe d'Écosse qui était quand même devant, amputée de la moitié du paquet d'avant. Je pense que bon, après il faut le dire avant toute chose, l'équipe de France a fait un très beau match, qui a été très efficace et a fait du très beau rugby. Après, il faut quand même le dire, l'équipe d'Écosse, la troisième ligne qui avait joué contre l'Angleterre était absente en totalité. Et il manquait Sutherland de gaucher et Johnny Gray aussi en deuxième ligne. Donc c'est quand même un paquet qui était très différent. Ce sont des titulaires, hein, ce sont des joueurs cadres qui avaient permis à l'Écosse de revenir. Watson aussi quand même. Oui, Watson aussi, même si Darge, on parle beaucoup de Darge en Écosse, il a fait un très gros match, Darge, mais il a été très impressionnant, Darge. Oui, à gratter, à plaquer, à marquer l'essai, il a fait un très beau match. Après, ils ont insisté ballon en main, c'est vrai. Après, au premier temps, ils sont revenus dans le match malgré tout. L'équipe de France a fait une entame où ils ont marqué deux beaux essais. Ils ont fait preuve de beaucoup d'envie, beaucoup de puissance. Après les Écossais, la tempête est passée. Ils ont mis la main sur le ballon. Ils ont fait un peu rectifier le tir en mêlée. Ils sont revenus. Après, on arrive à la 38e minute, il y a cette action, je pense que vous avez peut-être parlé de cette action tout à l'heure, où il y a Van der Merwe qui perce et Harris a le 4 contre 1 à jouer et donne le ballon peut-être un peu trop vite à Hogg qui fait l'en avant. Et surtout une passe de 15 mètres alors qu'il y a un 4 contre 1 à jouer facile. C'est une erreur stratégique complète. Mais c'est très dommageable pour l'équipe d'Écosse à ce moment-là parce que ils sont revenus dans le match. S'ils marquent là, ils passent devant. Et au lieu de ça, c'est l'équipe de France qui remonte. Et je pense que c'est Gaël Ficou qui marque en coin quelques minutes après. Donc c'est vrai qu'à la mi-temps,
au lieu d'avoir le vent en poupe, après avoir marqué quand même pendant un quart d'heure l'équipe de France, l'équipe d'Écosse se rentre au vestiaire avec un peu mal à la tête après cette action. Ouais, Philippe Spanghero, est-ce qu'on a là le tournant de la rencontre ? On a un des tournants de la rencontre, mais cette équipe de France, pour moi, elle a gagné en solidité mentale et même quand ses adversaires recollent au score, elle a la capacité à reprendre la main sur le match. Je les ai sentis au-dessus physiquement. Ils ont eu la capacité à répondre au volume de jeu proposé par les Écossais, notamment en deuxième partie de première période, mais en y rajoutant cette densité physique. Et ça a été encore plus criant quand on a vu le coaching français, où les Écossais accusaient quand même le coup avec près de 20 points de retard à ce moment-là. Donc, en effet, le match de l'Écosse est à relativiser par rapport à toutes les absences dont parlait Fidzi, mais j'ai senti quand même l'équipe de France un ton au-dessus, et j'ai été surpris, moi, Olivier parlait de la stratégie écossaise, notamment sur le manque d'utilisation du jeu au pied dans le camp français. Moi, ce qui m'a surpris, c'est cette volonté à aller très très vite au large, chercher les extérieurs, alors qu'ils n'y ont jamais trouvé la solution. Et à aucun moment, ils se sont réorganisés par rapport à ça. Alors, ils n'avaient pas les solutions ailleurs non plus, parce que la défense française était efficace, mais ils ont quand même un centre du terrain solide, ils y ont trouvé de l'avancée. J'ai été surpris de ce choix de jeu, d'aller toujours très très vite. Et pourquoi du coup il s'explique ce choix? Parce que quand tu regardes sur les joueurs de côté de l'Écosse qui cassent le plus de plaquages, qui parcourent le plus de mètres ballon en main, c'est Duhan van der Merwe et Darcy Graham, et chez les trois quarts, et quand tu regardes chez les avants, c'est Hamish Watson, Johnny Gray et Fagerson, et Matt Fagerson. Il manquait ces trois là devant. Je pense que tout simplement les Écossais se sont dit, nos deux gros porteurs de balles sont aux ailes, on va les chercher. Je pense que c'est aussi simple que ça, et ça a donné un jeu très réducteur dans l'idée que ils ont toujours fait la même chose finalement. Oui, ils n'ont pas joué leur rugby et leur ADN écossaise, qui est surtout d'occupation, de pression dans les couloirs. Il me semble, comme quand on joue Édimbourg en Coupe d'Europe, c'est dans leur camp, 2-3 phases de jeu, c'est du pied de pression sur nos ailiers, c'est du pied de pression par-dessus la défense qui monte vite française, c'est du pied de diagonale, c'est du pied dans le fond de terrain, essayer d'acculer, et c'est ce qu'ils font et qu'ils font de mieux. Après, par contre, dans les 50 mètres de l'équipe adverse, les Écossais, quand ils tiennent le ballon, là, ils sont dangereux. Mais ils se sont exposés, ils sont rentrés en fait dans les points forts en déjouant, et je rejoins Olivier qui disait tout à l'heure, je comprends pas la stratégie mise par Greg Townsend, et que l'équipe d'Écosse d'habitude ne joue pas ce jeu-là, et qu'elle a mis en place ce jeu un peu plus de tenir le ballon, même dans son camp, alors qu'elle tombait sur les points forts qui étaient de l'équipe de France, qui était sa défense, qui était une conquête solide, qui était attendre le turnover pour les Français, et puis mettre un coup de bâton derrière la nuque avec ce ballon de transition. Et ils sont allés là-dedans, les Écossais, alors qu'ils excellaient jusqu'à présent quasi dans une stratégie un peu plus de pied de pression. Et surtout quand tu vois que peut-être Jaminet il fait un bon match, mais il n'était pas deux ballons peut-être pris sur la tête, sur les chandelles. Moefana, première titularisation à l'aile, il faut le tester. Garde ton système, ton ADN de jeu, et puis tu évolues en fonction tactiquement dans le match. Mais les Écossais, pour moi, ils sont passés à côté stratégiquement, oui. Ouais, Philippe Fitzgerald, justement, à propos de cette stratégie, on a eu aussi la sensation que lentement mais sûrement les Écossais ont vraiment peut-être un peu lâché mentalement, comme si ils s'estimaient peut-être un peu trop inférieurs par rapport aux Bleus. Je sais pas, j'ai eu un peu cette sensation-là. Est-ce que vous l'avez eu un peu? Oui, j'ai surtout eu l'impression qu'ils ont été étouffés et qu'ils ont subi la densité physique de l'équipe de France. Que ce soit dans le jeu, en mêlée, dans les ballons portés. Et je crois que cette longue période de jeu avant le mi-temps, où l'Écosse a développé beaucoup de temps de jeu et qui a quand même marqué un essai, a laissé les traces, d'autant plus qu'ils sont rentrés à la mi-temps derrière, alors que, on a parlé tout à l'heure, ils avaient cette occasion d'essai. Et je crois qu'effectivement, les 20 dernières minutes, on a senti l'équipe d'Écosse qui était fatiguée, qui avait tout donné et qui était finalement sans solution contre l'équipe de France qui elle avait visiblement d'autres
d'autres capacités et d'autres possibilités pour aller derrière la ligne d'essai. Donc c'est vrai que je pense que je les ai trouvés un peu essorés et c'est surtout ce soir une deuxième claque parce que ils ont très bien démarré le tournoi, les Écossais contre les Anglais. Ils avaient un calendrier qui pour l'équipe d'Écosse de manière traditionnelle, un calendrier favorable puisqu'ils recevaient l'équipe d'Angleterre, l'équipe de France. Ils allaient au Pays de Galles et en Irlande et ils allaient en Italie. Donc traditionnellement c'est l'année où l'Écosse peut espérer en principe quelque chose. Donc en allant au Pays de Galles à Cardiff et en perdant dans les 10 dernières minutes, il y a 2 semaines, il y a une première claque qui met un peu de pression, qui met la pression sur l'équipe, parce qu'aujourd'hui, ce que la presse écossaise a dit, c'est le match de la dernière chance pour espérer quelque chose dans ce tournoi. Donc c'est le soir, à mon sens, c'est un soir qui est difficile pour les Écossais. Oui, c'est vrai, parce que d'ailleurs, Philippe Fitzgerald, on a vu des scènes étonnantes du côté de Murrayfield, Alexandre, parce que des scènes qu'on ne voit pas habituellement. Oui, effectivement, il y a eu un choix qu'on a trouvé plutôt sympa, c'est de ne pas rentrer sur le terrain. Les Écossais ont laissé les Bleus pendant 5 minutes sur le terrain avant les hymnes pour qu'ils soient, j'imagine, submergés par l'ambiance de Murrayfield. Mais ça n'a pas fonctionné. Écoutez François Cross, il revient sur ce choix-là et on lui posait une question tout simplement. Est-ce que c'était prémédité de se mettre en rond à ce moment-là, parce qu'on a vu les Bleus se mettre en cercle et se parler comme pour faire fi du contexte extérieur? Écoutez. Prévu, non, ça ne se prévoit pas ces choses-là, mais on savait qu'on avait avancé sur un terrain hostile, qu'ils allaient essayer de nous embrouiller, d'essayer de nous sortir du match, comme ils avaient réussi à le faire il y a 2 ans. Donc on est resté serré justement, c'est pour ça qu'on s'est regroupé pour perdre personne et se dire qu'il fallait répondre par le jeu et surtout pas laisser d'énergie dans le contexte. Ouais, Alexandre, c'est plutôt étonnant de la part des Écossais ou ça arrive. En soi, ça arrive et ça peut très bien marcher. Le problème qu'il y a eu, je pense, aujourd'hui, c'est que personne ne s'attendait à avoir entre 10 et 15 000 Français à Murrayfield. Ouais, et encore, les chiffres ne sont pas très clairs parce qu'il y en a certains qui en annoncent 20 000, mais c'est vrai qu'on est peut-être plus sur 15 000. C'est Galtier qui a utilisé 20 000. Ah bon. La fédération a parlé de 10 000. On va dire entre 10 et 15 000. Et que dit la police? Et Daniel a annoncé 7 à 8 000. Ouais, voilà, selon les organisateurs. Et au final, vous étiez 4. En gros, il faut imaginer qu'il y avait un stade comme Castres qui était avec que des Français dans Murrayfield. C'est quand même colossal. Et au final, quand les Bleus se regroupent, on n'entend que des allez les Bleus. On n'entend que des allez les Bleus. On a entendu plusieurs Marseillaises durant le match. Et je pense qu'il y a une bataille en tribune qui a été gagnée. Écoutez Cyril Bay. D'ailleurs, il évoque cet avant-match où il a déjà senti le soutien de l'équipe de France, enfin surtout des supporters français. On essaie aussi à chaque match de leur donner le maximum pour eux aussi. Et aujourd'hui, ils nous ont poussé fort. La Marseillaise a été impressionnante aussi. Voilà, c'était une très belle Marseillaise, surtout que c'est à l'extérieur. Mais là, on a senti qu'on était porté aussi par notre public. Et après le tour d'honneur, on a vu qu'il y avait beaucoup de Français qui étaient très contents aussi. On est très contents s'ils sont heureux ce soir. Ouais, Philippe Fitzgerald, est-ce que vous avez été étonné de cette ambiance-là? L'ambiance à Murrayfield pour les matchs de tournoi, c'est toujours une ambiance qui est exceptionnelle. Lorsque le stade est plein comme ça, c'est déjà un très beau stade et c'est un public qui sait être derrière son équipe. Et je crois que ça me fait étonner de ce petit geste qu'on peut voir dans les matchs. Après, moi, je retiens surtout l'attitude de l'équipe de France au début du match, parce que j'étais vraiment impressionné par cet élan et cette vague bleue qui est arrivée, les attitudes des joueurs de l'équipe de France. On voyait sur le visage lorsque Williams marque le premier essai. On sent très bien que cette équipe a parfaitement préparé le match et que même lorsque vous évoquez cette ambiance, visiblement, ils étaient prêts à 200% pour y aller et y être dans cette ambiance. Donc je pense que c'est toute la qualité de cette équipe qui a visiblement été déjà sur le terrain de Murrayfield avant d'y aller et qu'elle n'a jamais été intimidée par ce qui est, oui, effectivement, une ambiance très particulière. Mais c'est vrai que cette entame de l'équipe de France était magnifique. Ouais. Et d'ailleurs, les Bleus qui ont fait quelques petites erreurs en début de match, on a vu des coups de pied manqués par Jaminet qui était largement dans ses cordes, notamment en tout début de match à la 7e minute, qui manque une pénalité face au Perche. Olivier Magne, est-ce que cette ambiance-là habituelle de Murrayfield fait mal à la tête et aujourd'hui a été plutôt bénéfique?
Oui, après les Français, pour ceux qui avaient déjà participé il y a 2 ans à cet événement, étaient prévenus. Et je pense qu'il y a eu un travail quand même de fond important de fait avec les joueurs sur cette ambiance, sur le fait aussi que les Écossais allaient les laisser sortir pendant de longues minutes dehors. Mais je pense que ça, c'était un petit peu, c'était préparé. Les Français s'attendaient un petit peu à cette atmosphère un petit peu hostile. Et donc voilà, c'est là aussi où elle a gagné en maturité, où elle a pris le soin finalement de mentalement de pas se laisser déborder par ses émotions et de très très bien gérer. Voilà, c'est l'expérience, exactement. Et donc elle emmagasine de l'expérience, de la confiance et elle arrive à faire face à toutes ces situations et c'est ce qui nous permet de dire que l'équipe de France a grandi énormément en l'espace de 2 années. Ouais. On va reprendre un peu le fil de cette rencontre parce que les Bleus qui donc ont commencé avec cette pénalité manquée de la part de Melvin Jaminet à la 7e, mais derrière très rapidement Paul Willemse a marqué un essai, mais à la mi-temps les Bleus tournent avec 9 points d'avance, mais Julien Thomas, on peut dire quand même relativement que les Bleus ont été assez efficaces. Efficace, oui, parce que 36-17 quand même, on peut pas dire le contraire. En revanche, je rejoins oui, mais je rejoins surtout Olivier, c'est que je pense que toute situation a été contrôlée et mise en place par Fabien Galtier, que ce soit des scénarios probables, que ce soit, on parlait justement en émission Sud Radio, François Cros qui peut passer au centre, si on a un carton jaune, qu'est-ce qu'on fait? S'ils sortent 10 minutes après, on se réunit. Il n'y a rien de laissé au hasard, connaissant Fabien. Tout est millimétré, et au moins il n'y a pas de tension supplémentaire en plus de l'engagement et l'événement qui va se produire. Donc il est très droit sur ça et il est très réfléchi dans ce secteur-là, Fabien. Donc je pense que ça a pu être un facteur supplémentaire pour les Bleus. Le petit point noir un petit peu de ce 15 de France, c'est surtout la première mi-temps, c'est les sorties de camp. On voit 2 entames de première mi-temps et en seconde mi-temps, franchement, pied au plancher des Bleus, et puis derrière, on vient de marquer, on vient de la relance qui est déclencheuse de Dupont d'ailleurs sur l'essai de Willemse. Ballon en profondeur, c'est Dupont qui joue avec ses qualités, relance, qui arrive à transpercer. Derrière, 4 temps de jeu après, on s'est projeté dans les intervalles et c'est Willemse qui marque. En réception de ce coup d'envoi, et finalement, c'est les Écossais qui récupèrent le ballon, 3 points. Et à chaque fois qu'on a mis des points, derrière, on s'est fait sanctionner parce qu'on n'a pas été efficace, on n'a pas validé les points qu'on venait de mettre. Et c'est un peu les mots des Français. Contre l'Irlande, c'était la même chose. Si on se souvient du début de match, on met l'essai, derrière, coup d'envoi, on se regarde, essai des Irlandais. D'ailleurs, pour être honnête, Joseph, à ce moment-là, à 12-10 pour l'équipe de France, donc finalement avant la pause, avec Daniel, on n'emmène pas large. Ah oui, c'est très bien payé avant l'essai de Ficou. On se dit que finalement les Écossais sont totalement dans le match. Est-ce que toi, Philippe Fitzgerald, est-ce que toi aussi tu as senti que peut-être que l'Écosse ça y est, entrée dans son match juste avant la pause, là, quand il y a eu 12-10? Oui, tout à fait. L'équipe d'Écosse a accéléré. Ils ont mis les mains sur le ballon. Ils ont enchaîné les temps de jeu. Ils ont marqué. Et moi, je pensais vraiment qu'ils étaient revenus totalement dans le match. Et lorsqu'on voit Van der Merwe qui perce, moi, je pensais que Hogg allait marquer en coin, que les Écossais allaient rentrer en tête. Et que finalement, le match a été beaucoup plus serré que j'aurais cru après avoir vu l'entame de l'équipe de France. Donc oui, je pensais qu'ils avaient rectifié le tir, qu'ils avaient, ils se sont rassurés parce que peut-être ils étaient un peu surpris aussi par le début du match et qu'il y avait aucune difficulté par la suite pour les Écossais de continuer à poser leur jeu et de continuer de marquer finalement. Mais non, à l'entame de la deuxième mi-temps, l'équipe de France a encore marqué. Et donc, suivant l'essai de Ficou avant le mi-temps, je pense que ça a mis un gros coup derrière la tête des Écossais et c'était très dur derrière de se relever. Oui, parce que les Écossais ne faisaient pas nécessairement un mauvais match. D'ailleurs, Jonathan Danty, un des secteurs de jeu qui a été très important et qu'on estimait potentiellement important dans ce match, c'était le jeu au sol, avec notamment pas mal d'Écossais qui avaient des absents dans ce domaine-là, des excellents gratteurs comme peuvent l'être Fagerson ou Watson. Et Jonathan Danty en a parlé de ce jeu au sol. Concernant le jeu au sol, je pense qu'ils ont aussi été très bons, qui plus est avec leur troisième ligne d'Arge. Donc, c'était une de ses premières sélections qui a été très efficace
là-dessus. Donc je pense que le match ne s'est pas joué forcément sur ça, mais je pense qu'il y a surtout beaucoup de positifs sur le match. Moi, je suis franchement en désaccord avec cette. Après, c'est lui le joueur, hein, donc c'est lui qui a raison. Mais pour moi, le match c'est en partie joué sur le jeu au sol. Lui, il estime que non. Moi, j'avais plutôt cette sensation que oui, Joseph, pour être honnête. Ouais, effectivement, peut-être. Des fois, hein, les joueurs ont des sensations différentes. Philippe Spanghero, est-ce que y a cette impression aussi de votre côté que le jeu au sol n'a pas forcément été un élément central de ce match-là? Ah non, pour moi, je suis plutôt d'accord avec Alex. C'est un élément central. Il y a des moments clés du match et des moments où il y a de gros temps forts écossais. Cette capacité à aller gratter les ballons et à tuer les actions écossaises, c'est ce qui a, je crois, fait la différence côté français ce soir. Donc non, moi je suis plutôt d'accord avec Alex. Le jeu au sol a été très important et a été dominé par les Français. Donc c'est une des grosses satisfactions de ce match. Justement pour revenir sur un petit bémol français, on en parlait avec Julien pendant le match. Ce qui m'a surpris, et c'est là où je trouve qu'il y a encore un peu de travail dans cette équipe, s'il y a un petit grain de sable à effacer, mais c'est cette incapacité à imposer son rythme. C'est-à-dire que quand les Écossais ont repris la main ont remis la main sur le ballon et ont repris la main sur le match un peu en deuxième partie de première période, les Français sont rentrés dans ce surjeu. Des relances dans le camp, alors qu'ils étaient en difficulté, que les Écossais étaient en train de revenir au score. Et là, dans les gestions de moments de match comme ça, il y a encore pour moi ce manque d'expérience ou de maturité ou ce trop plein de fougue, je sais pas comment l'expliquer, qui peut être pénalisant et dommageable pour l'équipe de France, parce qu'il y a 20 minutes dans cette deuxième période où il y a une mauvaise gestion de la pression écossaise et les Français rentrent dans ce surjeu proposé par les Écossais alors qu'à ce moment-là du match il y a pas lieu, quoi. On va bientôt faire une petite pause. Juste avant, on va remercier Philippe Fitzgerald. Une dernière question pour vous, Philippe, à propos de l'Écosse. Du coup, l'Écosse qui va se diriger désormais vers un déplacement en Italie et un autre déplacement en Irlande. Ce sont des adieux ou des au revoir un peu frustrants, on imagine, au public. Qu'est-ce que vous attendez de cette équipe-là d'ici la fin du tournoi? Je pense que l'équipe d'Écosse va devoir gérer les critiques dans un premier temps, parce que c'est une équipe qui a déjà été critiquée ouvertement par Matt Williams, Matt Williams qui est australien, qui a entraîné l'équipe d'Écosse il y a 15 ans de ça, qui a critiqué Greg Townsend et a critiqué l'équipe d'Écosse en disant que ça fait 4 ans que l'équipe d'Écosse gagne 1 ou 2 gros matchs chaque année et annonce qu'elle va tout emporter pour finalement échouer à chaque fois. Donc Townsend a répondu à Williams dans la presse. Mais je crois que la question est toujours pour l'équipe d'Écosse d'assumer un statut, non pas forcément de favori, mais un statut d'équipe très sérieuse. Et qu'en battant l'équipe d'Angleterre et puis en allant à Cardiff et en perdant à la maison aujourd'hui, elle s'ouvre forcément aux critiques et ça va, à mon sens, ça va être un peu difficile à gérer et moralement, mentalement de se relancer très vite. Donc je pense que pour l'équipe d'Écosse, le premier défi est psychologique de se relancer et dire qu'il y a quelque chose à tirer de ces 2 matchs qui restent pour redresser le bar et montrer qu'elle est une très belle équipe, parce que je reste persuadé que c'est une très belle équipe qui sait faire du beau rugby. Aujourd'hui, elle a échoué, mais je pense que le déplacement en Irlande, bien sûr que c'est très compliqué, et en Italie, bon, c'est peut-être un peu différent, le contexte est un peu différent, mais il faut j'espère qu'elle va finir sur une bonne note et qu'elle va montrer son visage et son vrai visage et montrer au public écossais qui malheureusement a quitté le stade en partie avant la fin du match que
Voilà, c'est une équipe qui porte haut les couleurs de l'Écosse et que les Écossais peuvent être fiers d'elle. Ouais, merci beaucoup Philippe Fitzgerald. On espère bien évidemment pour vous, parce qu'on ne souhaite que votre bonheur, que l'équipe d'Écosse aille mieux prochainement, parce que c'est vrai que ces images-là d'un public qui quitte les travées d'un stade, ça fait jamais plaisir. Merci beaucoup Philippe Fitzgerald. Merci. Bonsoir. Merci, bonne soirée à vous. On reste ensemble sur Sud Radio. Merci aussi à Philippe Spanghero qui a été avec nous sur ce débrief du 15 de France. Bonsoir messieurs, bonne fin de soirée. Bonne soirée Philippe. Restez avec nous sur Sud Radio car la soirée continue bien évidemment. On continue à débriefer ce match du 15 de France et on se rapproche lentement mais sûrement vers un Brive Toulon qui s'annonce très très intéressant. Sud Radio Rugby. On est ensemble sur Sud Radio Rugby, on continue à débriefer le match des Bleus, cette victoire 36 à 17 en Écosse, victoire très importante car elle permet aux Bleus d'être plus que jamais leaders de ce 6 nations. Les Bleus sont donc leaders avec 14 points devant les Anglais qui se sont imposés aujourd'hui à la maison contre les Gallois 23 à 19. En attendant le match des Irlandais, les Irlandais qui ont 6 points, qui ont donc ça fait 8 points de retard sur les Français. J'ai calculé de tête et ça, je suis assez fier de moi les amis. Mais les Irlandais donc qui vont jouer demain contre les Italiens. On peut imaginer que les Irlandais vont revenir proches des Français. On va donc se tourner vers la suite de ce tournoi. Alexandre, en conférence de presse, quel était un peu l'état d'esprit, quel était le vocabulaire qui était utilisé par Fabien Galtier en vue notamment de ce prochain match au Pays de Galles? Pour l'instant, personne ne veut parler du prochain match. Ce que les Bleus ont voulu souligner, c'est surtout cette prochaine semaine de repos. Retrouver les familles avant de revenir à Marcoussis le week-end prochain, mais cette semaine c'est repos, c'est famille. On va essayer de sortir un petit peu du rugby. Je posais la question d'ailleurs à Cyril Baille, est-ce que pour lui c'est embêtant d'avoir cette coupure après un match aussi abouti? Est-ce qu'il aurait préféré enchaîner? Il n'a pas hésité une seconde. Il n'a pas hésité une seconde, il m'a tout de suite dit non, moi je veux juste me reposer, voir ma famille, faire un petit break avant de se remettre dedans pour aller viser ce qu'on peut viser dans ce tournoi. Ils sont toujours très prudents les Bleus avec les termes qu'ils utilisent, et cette idée-là de se reposer, d'avoir un moment pour se ressourcer en famille, ça semble être très important. C'est pour ça que je voulais peut-être avoir l'avis d'Olivier et de Julien. Est-ce que vous par exemple vous préfériez, quand vous étiez joueur, faire un petit break comme ça, ces moments de break, ou enchaîner les rencontres quand vous êtes encore en forme, Olivier? Ouais, j'ai envie de te dire, Alexandre, que les temps ont changé. Hein, ouais. Et alors évidemment, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'équipe de France, elle est quasiment 4 mois ensemble dans l'année. Voilà, donc c'est quand même énormément de temps. Et par le passé, c'était pas autant. Donc c'est vrai que lorsque j'étais en équipe de France, évidemment, j'avais envie de rester avec elle le plus longtemps possible pour profiter déjà du moment. Et puis surtout de rester dans une forme de bulle, de rester concentré sur le niveau international, dans la préparation des matchs. Et finalement, j'aimais pas trop me couper de l'équipe de France quand on était dans la compétition. Mais il faut reconnaître que les joueurs aujourd'hui savent très très bien gérer cette transition, retourner chez eux, se reposer, profiter évidemment, se ressourcer auprès de la famille. Et voilà, c'est une habitude qu'ils ont prise. Et je pense que c'est plutôt bien. Et c'est vrai que maintenant, comme je disais, ils passent énormément de temps avec les Bleus, et donc de faire des petites coupures comme ça qui leur permet finalement de se ressourcer, c'est tout aussi important. Ouais, effectivement, les Bleus qui joueront donc au Pays de Galles pendant la fin du match des Gallois en Angleterre. Olivier a noté justement que peut-être que le match le plus difficile peut-être effectivement au Pays de Galles. Julien, est-ce que tu partages cet avis? Tout à fait, non, mais c'est du repos. Joseph, c'est comme les cyclistes, hein, la journée de repos. Des fois, il y en a qui aiment ça et c'est une excellente comparaison. Et il y en a d'autres que la journée de repos leur fait du mal se remettre sur le vélo, ils aiment pas ça. Mais c'est exactement un peu pareil. C'est vrai que quand on enchaîne les matchs déjà avec des clubs où c'est un championnat dur, le top 14, puis plus l'équipe de France, parfois tu recharges les batteries le week-end.
tu reviens avec l'équipe de France plein d'enthousiasme et plein de positif. Et d'autres, mais là, quand tu gagnes, c'est plus facile quand même de recharger une batterie, d'avoir une coupure. Par contre, si tu en avais pris 50 et que tu rentres en famille, tu préfères enchaîner du coup les matchs et vite se mettre pour réguler et remettre l'équipe de France à l'endroit. Mais je pense qu'à cette période, quand même, ça va faire du bien aux joueurs de rentrer là avec cette petit week-end avec la famille, de recharger les batteries, surtout qu'il nous reste Pays de Galles et l'Angleterre, 2 gros morceaux. Donc ça sera pas négligeable. Ah, effectivement, et Olivier, il y a un aspect qui peut être très intéressant quand il y a repos. Forcément, il y a aussi ceux qui sont hors du groupe à la base pour des blessures, par exemple, comme Gabin Villière. Il va y avoir des retours dans le groupe France et une concurrence qui va être à nouveau encore relancée. Et ça, c'est un aspect aussi qu'il faut prendre en compte quand on laisse 2 semaines entre les matchs. Et ben, c'est des potentiels retours et une concurrence qui est encore plus élevée. Ouais, bah alors contrairement à ce que on peut voir de l'équipe d'Écosse, qu'il n'y a pas un réservoir assez important pour lui permettre finalement de rivaliser avec les meilleures nations. Je pense que c'est, pour revenir sur la discussion, c'est bien ça qui manque un petit peu à l'équipe d'Écosse. L'équipe de France, elle, a des joueurs évidemment dans un réservoir important, et c'est vrai que Fabien Galtier et son staff vont devoir faire jouer justement les hommes en forme du moment. Hein. C'est très important de pouvoir aussi s'appuyer sur des joueurs qui ont non seulement l'envie et les capacités du moment à répondre, si vous voulez, aux défis qui les attend au Pays de Galles. Donc voilà, il va y avoir aussi certainement des changements, même si ça va être dur de faire des changements au vu de ce qu'a réalisé cette équipe cet après-midi en Écosse. Il y a un poste d'ailleurs en particulier, Olivier, tu vois, de ce que tu dis qui vient à la tête là, c'est on imagine tous Gabin Villiers retrouver son poste en équipe de France parce qu'il devrait être apte, mais on fait quoi de Moefana? Je trouve qu'il a été très bon aujourd'hui, Moefana, on se demande. Enfin, je vois pas comment on peut le sortir du groupe. Et surtout qu'un centre qui n'est pas titulaire avec le 15 de France, c'est un centre qui potentiellement s'assoit dans les tribunes, hein, parce que là, en l'occurrence, c'est un sur la feuille de match, en remplaçant. Ouais, c'est bien la problématique aujourd'hui d'un sélectionneur et d'un entraîneur, c'est de savoir bien gérer ces situations avec des joueurs qui potentiellement, évidemment, sont très méritants et potentiellement peuvent s'asseoir aussi en tribune. Voilà, donc c'est vrai que Moefana peut être dans cette situation. Danti peut l'être aussi si on replace Moefana au centre. Je ne serais pas surpris. Danti, voilà, donc voilà, va y avoir des choix difficiles et je pense que dans la mise en forme justement du discours de Fabien et de son staff, ça va être très très important de bien préciser les choses pour que tout le monde s'accorde à aller derrière l'équipe de France et fasse pas scission en tout cas avec l'équipe. Ouais, effectivement, et Julien Thomas, je voulais quand même revenir sur la performance de Yoram Moefana parce que on va pas se mentir, beaucoup d'entre nous imaginaient Fabien Galtier mettre Gaël Fickou à l'aile comme il l'a fait d'ailleurs la dernière fois qu'il a eu un problème d'ailier, il a décalé Fickou en 11. Cette fois, il a choisi Yoram Moefana et on va le dire, Yoram Moefana qui a fait un très bon match. Ah ben il a fait un bon match, bien sûr. C'est un puncher. Ça a été des duels gagnés dans son couloir quand il a pu avoir les ballons, quand il a pu, bien sûr, il manque ce petit jeu au pied. On a vu 2 fois en première mi-temps où dès que le ballon est arrivé dans ses mains, à l'intérieur il y avait des soutiens de Fickou, Danti même qui lui montrait avec le doigt et le bras de prolonger peut-être dans le couloir un jeu au pied rasant parce que c'était pas couvert et qu'il a préféré jouer à la main un duel. Donc cette capacité quand tu es ailier d'avoir encore ce gabage technique. En revanche, pour revenir à la discussion de Alex et la question d'Alex par rapport à Villière, vu la stratégie, la physionomie de Fabien Galtier jusqu'à présent, si Villière est apte à jouer, je pense que ça sera lui le titulaire et Moefana soit à la tribune. Mais je pense qu'en fait Moefana il l'a mis à l'aile du fait que pour lui donner du temps de jeu avec cette équipe de France, pour lui donner peut-être la complémentarité et puis la polyvalence avec le poste d'ailier à ce niveau exigeant et de haut niveau, pour prévoir la Coupe du Monde, à mon avis, se projette aussi et il essaye peut-être parce que c'est un joueur talentueux et puis qui compte peut-être sur lui, mais qu'en cas 2, dans un groupe pour une Coupe du Monde, il fera partie de ces joueurs peut-être polyvalents et c'est pour ça qu'il a mis notamment à l'aile et laissé le patron des 3 quarts, Gaël Fickou, au centre associé avec Danti.
Ouais, cette doublette Ficou-Danty qui est très appréciée de Sean Edwards, notamment défensivement. Il y a un homme qui a encore une fois été relativement peu visible, mais pour autant qui n'a pas fait un mauvais match du tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est Romain Ntamak. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos avis, Julien et Olivier, parce que Olivier, c'est vrai qu'on le voit relativement peu, Romain Ntamak, mais finalement, il ne fait pas de mauvais match. Non, il a pas fait un mauvais match. Et puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce joueur, c'est sa capacité à être très lucide et à adopter, si vous voulez, la stratégie qui va au moment où il le faut. Donc c'est vrai que il a une capacité finalement d'adaptation qui est quand même assez impressionnante. Et à l'image de son coup de pied, le dernier coup de pied qu'il adresse, la diagonale est très belle. Voilà, qui est somptueux. Voilà, il y a pas trop de failles. Alors c'est vrai qu'il y a rien eu de spectaculaire de la part de Ntamak, mais il a rien fait de mauvais non plus. Donc voilà, c'est un match, hormis peut-être le coup d'envoi, voilà. Mais peut-être que le coup d'envoi était prémédité et qu'il prévoyait de mêler relevé. Je ne sais pas si c'était prévu. Voilà, mais... Effectivement, ça peut être une stratégie aussi. Et Julien, c'est vrai que on a la sensation que Romain Ntamak en fait accepte très bien ce rôle-là de ne pas avoir d'immenses responsabilités dans le jeu des Bleus, mais d'être bon quand on lui demande, quoi. Mais d'être bon, c'est surtout en lecture. Je pense que le système aussi des Français, c'est déplacer le ballon quand ils ont sur des phases offensives. Donc si Ntamak décide à chaque fois de jouer un petit peu sur de l'individuel par ses qualités, d'aller attaquer ces zones de 10-12, donc les points d'impact et les points de collision et les rucks se font dans la zone de ce 10 milieu de terrain, alors que le système de jeu quand même français, on l'a vu, dès qu'ils ont fait large contre les Écossais, ou un peu dans un jeu axial pour aller chercher le large de suite, ils ont trouvé les solutions. Donc quand tu es en 10, tu te retrouves en position juste de relayeur. Donc forcément, on a moins vu peut-être un Ntamak aujourd'hui. Il y aura peut-être des matchs où ça sera justement dans sa zone avec du jeu sans ballon autour de lui, des animations qui feront que. Mais aujourd'hui, et notamment même l'Irlande, il fallait peut-être les déplacer. Donc il a ce registre-là un peu plus en réserve. Je suis pas sûr qu'il faille ce qui n'enlève pas la qualité du joueur après dans l'occupation, dans la stratégie, de jeu sans ballon qu'il a apporté quand même dans les soutiens aussi. Il faut le regarder ça. Oui, bien sûr. Moi, je suis pas sûr qu'il faille ajouter un facteur risque au jeu de Romain Ntamak. J'ai pas l'impression que pour l'instant l'équipe de France en a besoin. Franchement. Non. Ah ouais, non, mais complètement, Alexandre. Je te rejoins. Je rejoins tout le monde sur la réflexion qu'on a au sujet de Romain. C'est que aujourd'hui, il s'est fait passeur et il a très bien fait. Techniquement, c'est quand même très très propre. Il a fait jouer ses partenaires. Alors, il a été moins en vue d'un point de vue individuel, mais c'est un joueur qui a fait le nécessaire pour ses partenaires. Et comme le disait très bien Julien, oui, certainement que c'était pas, il était surveillé. En plus, peut-être Romain a suffisamment été intelligent pour ne pas surjouer, pour ne pas vouloir briller à titre individuel, mais il a fait jouer ses partenaires de bien belle manière. Et je trouve que c'est aussi une belle leçon d'intelligence, une belle adaptation de sa part. Ouais, effectivement, et on a parlé des arrières, mais on pourrait aussi parler des avants. On a plus le temps là, mais c'est vrai que les avants techniquement aussi, je sais pas ce que vous en avez pensé. Je vais quand même. C'est énorme. Voilà, Olivier, j'avais envie d'avoir votre avis là-dessus parce que ça a été incroyable sur le premier essai, notamment. C'est fou. Ouais, mais c'est bien, Joseph, que t'en parles parce qu'il faut en parler. On a des avants qui ont une capacité, une qualité technique, une capacité à lire les situations et à bien jouer les situations qui est absolument incroyable. Quand vous regardez la passe, la fixation de Tao Fefenua sur la dernière action qui permet à Penaud d'aller marquer cet essai sur un ballon de récupération, c'est Woki derrière, deuxième ligne aussi, qui joue bien le coup. Enfin, on n'avait pas ça avant. On n'avait pas ces joueurs qui étaient capables de bien jouer les situations et de pas faire le geste de trop ou d'aller sur de l'affrontement qui permettait pas finalement à l'action de se dérouler. Donc aujourd'hui, on a des joueurs qui à tous les postes, et ça c'est très important à souligner, c'est que du 1 au 8, vous avez des joueurs qui sont capables de lire des situations et de gérer ces situations. Et ça fait toute la différence. Ouais, effectivement, il y en a. Techniquement, Olivier. Ouais, voilà. Julien, tu as été impressionné pendant le match, notamment par la technique de Cyril Baille qui a été de toutes les actions offensives en première période. Meilleur pilier gauche du monde.
monde, je crois. Je crois qu'il y a ouais, à l'heure actuelle, c'est le meilleur pilier du monde, que ce soit dans son déplacement, dans l'engagement, dans les mêlées fermées, dans le technique individuelle, dans la lecture des situations, dans ses courses. Exactement, je le vois pas qui peut être aujourd'hui au-dessus. Mais c'est que ça a l'image quand même comme disait Olivier, de ce paquet d'avant. On a un paquet d'avant très homogène qui a plusieurs profils et on sait bien s'en servir, qui ont de la qualité technique, qui ont des mains, qui disent la situation, quand est-ce qu'on doit passer dans le dos, quand est-ce qu'on peut rentrer dans l'intervalle, jouer une épaule, quand est-ce qu'il faut libérer au sol ou peut-être essayer en flotte. Enfin voilà, c'est cette intelligence de notre paquet d'avant fait que ça excelle dans le jeu. Ah, effectivement, et une des actions qui m'avait impressionné en début de match. Alors, je crois que c'est pas le 50-22, mais c'est sur la percée de Dupont. Ouais. Les 3 joueurs qu'il a autour de lui pour relever les ballons et être au soutien, ce sont 3 avants. Il y a Cyril Bay qui enfonce d'abord la défense, ensuite il y a un relais, et puis c'est Marchand qui fait une passe incroyable après contact. Voilà, il y a Antonio qui est dans les parages. Sur les 2 premiers essais, le premier avant au soutien, c'est Cyril Bay. Ouais. Et puis il y a le ballon qui remet alors qu'il est propulsé. Il est en train d'être propulsé en touche. C'est sur le premier essai, je crois. Il est en train d'être propulsé en touche. C'est peut-être le deuxième. Je sais pas comment il remet le ballon. C'est le deuxième essai. Voilà, il est en train d'être propulsé en touche et il arrive à remettre le ballon dans l'axe et ensuite il y a essai français. Ouais, parce que Van der Merwe le plaque relativement bien. Hein. Ouais. Non, il est vraiment en train de chuter. Il le met. Bon, c'est un petit peu quand même. Allez, je vais dire un peu au petit bonheur la chance quand même parce qu'il l'envoie avec les 2 mains. Bien évidemment. Mais il y a de l'audace. Et puis il sait où il y a quelqu'un. Aussi de la zone dans laquelle il faut envoyer ce ballon. Oui, effectivement, Quentin Cabanis. Voilà, on touche à la fin de ce débrief du match du 15 de France. On va remercier Olivier Magne. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup, les gars. Salut, à très vite sur les antennes de Sud Radio. Bonne soirée. Et oui, elle va être bonne, Olivier, parce qu'on imagine que vous aussi vous allez suivre ce match entre Brive et Toulon. On va le suivre tous ensemble avec Julien Thomas. Alexandre Priam, est-ce que vous restez avec nous quelques instants encore? Déjà, on va se tutoyer. Parce que vous êtes un grand monsieur, donc bon. Oh là là, je vais rester encore. Je vais rester juste. Allez, tu sais pourquoi tu vas rester avec nous? Parce que bien évidemment, tu vas parler de la Pro D2. Je veux dire aux auditeurs, auditrices, c'est qu'Alex Priam n'a pas mangé depuis hier. Il doit aller manger. Il est en hypoglycémie. Mais je ne sais pas pourquoi il n'a pas mangé. L'individu est blanc. À la limite, ce soir, je comprends. Moi non plus, j'ai pas mangé. Alors il y a des raisons. Hein, c'est que Alexandre c'est mieux en technicien. Non mais voilà. Non mais ce matin, pourquoi t'as pas mangé ce matin? Il a pris l'avion. J'ai pris l'avion et je me suis réveillé à 5h30 du matin, donc j'ai pas eu trop le temps de manger. Et pour être tout à fait honnête, pour tout vous dire, voilà, parce qu'on vous parle vrai sur Sud Radio, quand nous sommes arrivés au stade à Murrayfield avec Daniel Hérault, donc à 13h, un peu avant 13h ici, donc vers 13h30, donc plus d'une heure et demie avant le match. En fait, la ligne ne marchait pas. Vous savez, on vous commande les matchs avec des lignes spécifiques, et la ligne s'est mise à marcher à 10 minutes du coup d'envoi. Effectivement, j'ai failli commenter le match. Oui. Donc il y a eu il y a eu un vrai travail physique de la prépa. On a eu Thibaut Giroud en fait qui nous a fait faire un travail physique. En fait, il m'a vu, il a fait. Toi, il faut que tu travailles. Il a enlevé la ligne et j'ai sué et ça y est, je suis fit. Non, effectivement, et en ce moment, tu vis quelques émotions, mon cher Alexandre, parce que hier. C'était ta première, Alexandre, c'est pour ça. Un bisutage. Effectivement. Il y a quelques émotions, les gars, parce que vous avez vécu quand même une belle soirée de Pro D2. Quentin, oui. Est-ce que, voilà, je te le demande comme ça, là, mais je vais te laisser le préparer, mais on peut revenir. Il n'y a pas besoin de me préparer. Il n'y a pas besoin de te préparer. Il y a les scores de cette journée de Pro D2. Ça avait démarré jeudi soir avec Bayonne qui avait battu Colomiers 37-10. Hier, Vannes à l'extérieur a battu Bourg-en-Bresse 26-9. Il n'y a pas eu de match dans cette rencontre. Rouen a battu Aurillac 30-16. Carcassonne a battu Narbonne 31-10. Victoire montalbanaise face à Oyonnax 30-24. Victoire de Nevers face à Provence Rugby 32-10. Béziers a battu Grenoble 20-17. Et puis Agen à domicile s'est incliné face à Mont-de-Marsan sur le score de 30.
30-27. Voilà pour les résultats de cette journée de Pro D2. Et au classement, qu'est-ce que ça donne, Quentin Cavagnis ? Du coup, Mont-de-Marsan est leader devant l'Aviron Bayonnais. Oyonnax passe 3e, Nevers est 4e, Carcassonne 5e, Colomiers dégringole à la 6e place, Montauban reste à la 7e place, Vannes grappille une place et passe 8e, Aix-en-Provence descend à la 9e place, Béziers passe 10e, Aurillac 11e, Agen est 12e, Grenoble 13e, Rouen 14e, Bourg-en-Bresse redescend à la 15e place et puis Narbonne reste dernier avec 10 points de retard sur le 15e Bourg-en-Bresse, 26 points seulement pour les Narbonnais. Alors j'ai envie de vous demander, Alexandre et Julien, quel match vous a particulièrement marqué, Julien ? Mais c'est Vannes, la victoire de Vannes à Bourg-en-Bresse, c'est vrai que ça leur permet de peut-être refaire cette remontée, parce qu'il y a une première partie de Pro D2 qui a été assez chaotique, voire même le début assez mauvaise. Et donc là, maintenant, les Vannetais, 8e, peuvent espérer le top 6. Je sais que la remontada d'Alexandre, j'en étais sûr qu'il allait le dire. J'en étais sûr. Du coup, leur permet peut-être d'arriver dans ce top 6 en fin de saison. Alors c'est quoi cette histoire de remontada ? C'est un mot qu'il ne faut pas dire à certains supporters. Ah, effectivement. Et Alexandre fait partie de cette communauté. Non, effectivement, je n'aime pas du tout ce mot, mais malheureusement, je l'ai utilisé à mon insu. Et effectivement, il m'a vu. Tu m'as lancé en vidéo. Vous pouvez le voir. Je l'ai donné pour l'application. Et d'ailleurs, je sais, j'ai vu ton sourire là. T'as eu un sourire en coin là. Effectivement. Et d'ailleurs, cela n'a absolument aucun lien, bien évidemment. Mais on suivra tout à l'heure, en même temps que Brive-Toulon, le match du PSG en Ligue 1 contre Saint-Etienne. Moi, je vois le lien quand même. On voit. Toi, t'es. Oui. On avance. Donc, tu as choisi Vannes, Julien. Vannes qui revient à la 8e place, 2e victoire de suite. Vannes qui est désormais à 7 points de Colomiers et du top 6. Quel match t'a marqué, mon cher Alexandre ? Moi, c'est ce Agen-Mont-de-Marsan. Ce Agen-Mont-de-Marsan où Agen mène à un moment 17-3 autour de la 30e dans cette rencontre. Et finalement, Mont-de-Marsan s'impose 30-27 avec un banc énorme. Les rentrées de Léo Colli, de Yann Bretous, voilà, des joueurs cadres qui sont entrés sur le terrain. Un match, je pense, très, très bien préparé. On évoquait l'équipe de France et sa sérénité, son expérience de jamais paniquer, s'appuyer sur sa défense. Mont-de-Marsan, en seconde période, ça a été ça. Mais même en première période... Ils leur ont mis un 20-0 au retour des vestiaires. Non, mais vraiment, oui, tout à fait. Et il y a eu je crois que le retour des vestiaires, ça fait 27-3. C'est ça. Non, 27 parce que... il y a eu 20-0 parce que l'essai de Ramoka après permet aux Agenais d'y croire en fin de rencontre, parce que les Agenais ont bien failli y croire. Mais c'est vrai que Alexandre, il y a un effet Gouta quand même. Ah oui, à Agen, il y a un effet Gouta. Non, mais c'est ça qu'on a dit hier en plus avec Félix Panguero et Julien Thomas, c'est qu'au final, Agen perd ce match. C'est rageant pour les supporters, mais c'est un bon match d'Agen. C'est un bon match d'Agen. Aujourd'hui, il n'y a pas de honte à dire qu'il y a une classe d'écart entre Agen et Mont-de-Marsan. Le classement en atteste. Mais pour moi, cette équipe lot-et-garonnaise, elle est en progression. Ah, effectivement. Et d'ailleurs, on va écouter Bernard Gouta qui a bien évidemment réagi à l'issue de cette rencontre. Elle est intéressante comme souvent nos premières mi-temps. Et après, il va falloir travailler aussi. Est-ce qu'on a un relâchement ou est-ce qu'on a une baisse de régime ? On va travailler là-dessus. Bien évidemment, et notamment sur ces constructions de seconde mi-temps pour pouvoir tuer les matchs et les gagner. Ouais, effectivement, c'est vrai que c'est toujours difficile, Julien Thomas, que d'être dans la position de l'équipe intéressante. On s'en fout un peu d'être intéressant dans le rugby, surtout quand on sort d'une défaite à domicile. Et surtout, tu es moyennement intéressant, mais tu gagnes. Donc, ça devient des voyants au vert, si tu veux, Joseph. Mais là, en perdant un peu de la même manière que face à l'équipe bressane la semaine dernière, où ils menaient 20-3 et qu'ils perdent le match à l'extérieur, ces Agenais, ça veut dire qu'il y a un problème, soit physique, parce qu'ils terminent très mal la seconde période les matchs, et du coup, ils se font remonter de 20 points. Ou soit c'est psychologique, enfin c'est mental, et que l'équipe en se disant on a de l'avance, maintenant on peut un peu de frein à main et puis on est tranquille. Donc c'est trouver ça. Par contre, comme je disais hier en émission sur radio et notamment pour la Pro D2, c'est que cette équipe agenaise avait tellement de mots à régler jusqu'à présent que en gros il reste presque plus que cela à mettre en place et un peu à rajouter dans le dernier
dernier carré des problématiques à régler. Donc c'est plutôt bien, je trouve. Et Gouta en fait partie. Chers amis, il est 20h55, vous écoutez Sud Radio et on va aller voir tout de suite Dorian Malvezin parce que ça commence, ça arrive, l'ambiance est en train de monter du côté de Brive, Dorian, j'imagine. Exactement, Joseph, ça commence à monter, c'est presque à guichet fermé ce soir à Médé-Domenech pour ce match choc entre le CA Brive et le RC Toulon. L'ambiance commence à monter, un géant tifo va apparaître dans quelques instants en tribune juste en face de nous, en tribune de face. On va voir ça, tout ça, et bien sûr on prendra des photos pour les réseaux sociaux pour que vous voyez tout ça visuellement. Effectivement, et d'ailleurs cette ambiance à Brive, eh bien Franck Azema en a parlé évidemment en avant-match. On connaît l'atmosphère qu'il peut y avoir à Brive, un public, ça sera chaud, mais c'est des bons contextes, c'est à l'extérieur, c'est vrai, mais c'est aussi là qu'on voit le caractère d'une équipe et comment on fonde une réputation et une confiance, elle vient aussi sur ce type de match-là. Et on imagine que ce match va évidemment être vu aussi en accent sur Toulon qui commence à revenir un peu d'Orient avec 2 victoires de suite. Qu'est-ce qu'on attend du côté toulonnais? Quelle a été la semaine? Quelles ont été un peu les questions qui se sont posées? Et bien justement 2 victoires comme tu l'as dit Joseph contre l'Union Bordeaux-Bègles, le leader du top 14 à Mayol, victoire contre Perpignan comme on l'a dit tout à l'heure. Le RC Toulon va affronter le Biarritz Olympique la semaine prochaine, donc on est dans un bloc pour le RC Toulon que face à des concurrents directs, donc il faut prendre le maximum de points. On rappelle aussi que le RCT a 2 matchs en moins aussi dans cette saison de top 14 alors que Brive est à jour, par contre Brive est à jour ce soir, donc voilà, Toulon est bien reparti pour éviter la zone de relégation, mais il ne faut pas faire un faux pas ici à Brive, une terre où c'est très difficile à gagner, cette terre corrézienne, et on rappelle que le RCT n'a plus gagné depuis février 2021 à l'extérieur, c'était face à Pau 33-29, et le RCT est tout de même, quand même il faut le noter, la 14e attaque de ce top 14. Et voilà, et si vous n'avez pas envie de voir ce Brive Toulon compté par Dorian Malvezin, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Je vois pas ce qu'on peut faire de mieux un samedi soir. Je vois pas ce qu'on peut faire de mieux. Merci beaucoup Dorian, vous restez où vous êtes bien évidemment, on revient vers vous juste après tout à l'heure vers un peu après 21h pour avoir les compos notamment de cette rencontre. À tout à l'heure Dorian. À tout à l'heure. Et je reviens donc avec Alexandre et Julien. D'abord un petit pronostic sur ce match-là les gars, qui vous voyez un Toulon enchaîner une 3e victoire ou un Brive relancé après le match nul contre Montpellier? Moi je vois Toulon à Brive. Je vois une victoire de Toulon à Brive. Briviste. Eh ben voilà, j'adore ça quand ils sont en opposition. De toute manière, je pense que défensif pour Toulon, si vous voulez être précis, messieurs. Mais ça on aime bien. Le score aussi pendant qu'on y est. Ça on aime bien. Ça c'est du parieur. Ça c'est du parieur. 22-18 pour le RCT. J'avais vu le match et là je vous le dis, c'est voilà. Et j'ai un deuxième. Et juste avant de te libérer, Alexandre, j'aimerais savoir la côte de la Guinness. La côte de la Guinness que tu ailles manger enfin. Je voulais savoir, est-ce que tu y crois à ce grand chelem pour les Bleus? Parce qu'on a posé la question sur Twitter, on va avoir la réponse, mais on voudrait avoir ton avis. Alors t'as voté quoi? J'ai voté oui parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune autre équipe dans le tournoi de destination qui a autant impressionné que les Bleus. Les Bleus, s'ils ne vont pas chercher le grand chelem, ce serait une anomalie. Et on en a marre des anomalies en équipe de France. Et est-ce que c'est pas un danger? Un danger d'y penser? Ah bah là, on va faire que ça. Non, de l'avoir. Oui. C'est après, ils veulent gagner des titres avant le mondial pour se mettre en confiance. Peut-être le gagner profil bas, et arriver en étant une grosse nation pour la Coupe du Monde, mais tout en étant. Mais là, d'avoir tu peux pas faire ça à domicile. Tu gagnes des plaques. Quand tu es grand chelem, t'arrives, tout le monde veut te cabosser. Est-ce qu'on aura les épaules avec le jeune âge? Ça va être toute la question, effectivement, mais ça va être. Beaucoup de joueurs, c'est leur première Coupe du Monde et le statut à relever dans une Coupe du Monde qui est quand même un enjeu et une autre pression qu'un tournoi destination. Hugo Pérez, rapidement le résultat de ce sondage sur Twitter sur Radio Rugby. Eh bien sur Twitter, vous êtes 86% à penser que les Bleus peuvent faire ce grand chelem. Alors seulement 14% pensent qu'ils vont craquer, mais ils peuvent craquer, mais toujours gagner le tournoi destination. Voilà, les Bleus sont confiants. Merci beaucoup Alexandre Priam. Ils vont le faire.
Merci beaucoup Alexandre. Merci. Et bon appétit. Bon appétit. Tu vas manger Alexandre, s'il te plaît, c'est très important pour qu'on te retrouve en peu. Elle ne peut être que bonne. On se retrouve tout de suite pour Brive Toulon sur Sud Radio.